Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de la compréhension écrite de l'examen numéro 9. C'est parti, on y va. Nous y voici, exercice 1, le congé paternité. Ça veut dire que ce sont les vacances que les papas ont quand ils ont un enfant. Ok, on a le congé maternité pour les mamans et le congé paternité pour les papas. Est apparu en France en 2002. Oui, parce qu'il a été instauré en 2002. Instauré, on va dire juridiquement, ça veut dire il a été mis en place, ok? Instauré en 2002. Il a toujours été comme dans les autres pays européens. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il s'aligne progressivement sur les standards européens. Avant, s'aligner, en fait, ça veut dire arriver au même niveau. Avant, le congé paternité de la France était là. Le congé paternité des autres pays européens était là. Donc pour s'aligner, la France elle a dû améliorer son congé paternité pour s'aligner sur l'Europe. Donc il n'a pas toujours été comme tous les pays européens. A bien impacté la répartition des tâches ménagères. Ça, c'est une expression très importante que vous devez comprendre. Les tâches ménagères concernent tout ce qu'il y a à faire pour maintenir une maison propre et saine. Le ménage, la cuisine, la vaisselle, balayer, l'aspirateur, etc., etc. Et là, on va dire que son impact sur l'équilibre des tâches domestiques demeure relatif. Relatif, ça veut dire que oui et non. Ça n'a pas vraiment changé. Ça a changé peut-être, mais c'est pas... ça n'a pas bien impacté, quoi. Sinon, on aurait dit son impact sur les tâches domestiques demeure très efficace, par exemple. Mais là, on a dit relatif, c'est pas top. Donc voilà, tâches ménagères, c'est un mot, une expression à bien retenir. Qui profite le plus de ces congés paternité? Les auto-entrepreneurs, ce sont les travailleurs indépendants, ok? Auto-entrepreneurs. Ils sont que 33%, donc ce ne sont pas eux. Les employés à durée déterminée, 65%, donc non. Et là, 87%. On voit que 87%, c'est plus que 65 et plus que 33. Donc, ceux qui profitent le plus de leur congé paternité sont les employés à durée indéterminée. En français, vous devez absolument connaître les initiales de CDD pour un contrat à durée déterminée. Ça signifie qu'on aura un contrat qui va durer 1 an, 2 ans, 6 mois, mais c'est un contrat qui va s'arrêter. Un contrat fixe, un contrat à durée indéterminée, un CDI, c'est un contrat fixe qui durera longtemps en fait. Quand on a un CDI, on n'est pas dans la précarité de l'emploi comme pas les tanguis, mais les autres, les boomerangs, ok? Les boomerangs n'ont pas de CDI. Donc voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3. Pendant leur congé paternité, les pères font plus la vaisselle. Non, ce sont les femmes qui continuent d'assumer la majorité des tâches ménagères. Ok? Donc ça ne change pas. Cuisine plus et la préparation des repas. Donc les femmes, elles gèrent les tâches ménagères et la préparation des repas. Les hommes, eux, ils font plus d'achats. Pourquoi? Parce que les pères en congé paternité participent davantage aux courses. Ok? On fait plus de courses. Faire les courses, c'est une expression qui signifie aller au supermarché, aller au marché et acheter beaucoup de choses pour la maison. Les pères sont plus investis juste avant le repos. Non. Juste avant le congé maternité, non. Pendant le repos, oui. Après un pic d'investissement paternel durant la période du congé. Okay? Donc l'investissement paternel, il est comme ça. Pendant la période, il monte. Il y a un pic pendant la période et ensuite il redescend et il redevient comme ça. Donc le pic, c'est pendant la période de congé paternité. Et juste après le repos, non, parce que ça redevient comme avant après. Qui a pris plus de congés que la normale? C'est Romain Nico. Pourquoi? Parce qu'il a eu un congé prolongé. Il a combiné congés payés. Donc les congés payés, c'est les congés que tout le monde a. Ça peut être des congés paternité, ça peut être des congés pour les vacances. Et il a
combiner aussi congé sans solde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un congé sans solde, c'est un congé auquel vous avez droit quand vous travaillez en France, mais vous dites au chef d'entreprise, je veux un congé sans solde, je pars en vacances pendant 2 mois ou je pars en vacances pendant 3 mois, mais pendant ce temps que tu seras en vacances, tu ne seras pas payé. C'est un congé, oui, des vacances, certes, mais sans solde parce que tu ne seras pas payé. Qui a les meilleurs congés? Ce sont les Stockholmois, parce que les Stockholmois, ce sont les habitants de Stockholm, et Stockholm, c'est en Suède. Il faut faire attention à bien connaître les nationalités en français pour réussir à répondre à ce type de questions sans perdre de temps. Si vous restez comme ça, Stockholmois, qu'est-ce que c'est, Stockholmois? Non. Madrilène, c'est un habitant de Madrid, et Parisien, c'est un habitant de Paris. Donc Madrilène, espagnol, Stockholmois, suédois, la Suède, et Paris, parisien, Paris, France, français. D'après Christine Castelin-Meunier, il faudrait allonger la durée des congés des hommes. Donc, il faut aligner la durée du congé paternité sur celui des mères. Ok? Donc, ici, vous avez le congé maternité. Ici, vous avez le congé paternité. Maternité, c'est pour les femmes. Paternité, c'est pour les hommes. Les hommes ont ça 2 jours. Les femmes ont ça 2 jours. Il faut aligner le congé des hommes. Donc, il faut allonger la durée du congé des hommes pour qu'elle s'aligne sur celui des femmes. Il faut que les mères aient les mêmes congés que les pères. Non, il faut que les pères aient les mêmes congés que les mères. Il faut allonger la durée des congés des femmes. Non, il faut allonger la durée de congé des hommes. Voilà pour l'exercice 1. Je te laisse compter tes points et me dire combien tu as eu et passer à l'exercice numéro 2. Nous y voici. Exercice numéro 2. En France, la cantine propose des plats pas chers. Très bien. La cantine propose des plats qui sont accessibles à tous. Propose aux enfants d'apporter de la nourriture. Ça, c'est dans d'autres pays. En Allemagne, je crois. Propose des plats végétariens. Non. Parce qu'en fait, là, quand on dit en France, la cantine, ça veut dire en France, toutes les cantines de France. Donc là, ce ne sont que certaines villes qui proposent des plats végétariens. Les plats végétariens sont tous équilibrés, non, à condition d'associer des céréales et légumineuses. Sont tous équilibrés sous certaines conditions, oui, parce que si on y associe céréales et légumineuses, ils seront tous équilibrés. Ne sont pas équilibrés, ça dépend. Ça dépend du plat. S'ils ont ça, oui. S'ils n'ont ça, c'est non. S'ils sont comme ça, c'est non. La consommation de viande doit être limitée. La viande rouge, oui, mais pas toutes les viandes. Ok? La consommation de viande rouge doit être limitée. Et ici, on dit la consommation de viande. La consommation de viande est riche en protéines. Non, il y a une inefficacité énergétique. Et là, on a la consommation de viande est dangereuse pour l'environnement. Oui, parce qu'elle a un impact sur la déforestation. Si vous ne savez pas ce que c'est que la déforestation, c'est lorsqu'on tue des arbres pour y installer de l'élevage intensif. Si demain, vous avez un oral sur la consommation de viande, ça, c'est un très très bon argument. La déforestation, on tue des forêts pour installer des animaux. Et la déforestation aussi, ça tue l'habitat naturel de certains animaux. Comme le wapiti qui mangeait toutes les feuilles là dans l'examen, je ne sais plus combien. Voilà. Exercice numéro 4. Consommer de la viande tue l'équilibre entre la faune et la flore. Non, l'entretien des paysages et de la biodiversité. Ok, ça contribue à l'entretien du paysage et de la biodiversité. Est bon pour la santé? Non, puisqu'il y a une inefficacité énergétique et ça peut sauver des fermes. Oui, une ferme, c'est un lieu où l'on a plusieurs animaux destinés à être vendus, destinés à être consommés par l'homme. Ok, peut sauver des fermes parce qu'il y a la moitié des petites exploitations d'élevage ont disparu.
ont disparu, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus là entre 1988 et 2010. Ça fragilise un modèle agricole déjà en crise. Ça peut sauver des fermes de consommer de la viande. Mais si plus personne ne consomme de viande, ces fermes risquent de disparaître comme la moitié des fermes, comme la moitié des petites fermes qui ont disparu. Voilà pour la question numéro 4. Question numéro 5. Une des choses à faire pour l'environnement serait de consommer bio. Consommer des choses qui sont issues de l'agriculture biologique. Agriculture biologique, c'est bio. Et bio, c'est agriculture biologique. Le bon équilibre serait de laisser les enfants apporter leur nourriture. Non, on ne peut pas garantir que ce qu'ils apportent est bon pour la santé et l'environnement. Un enfant peut apporter lui-même sa nourriture, il va la manger, certes, mais est-ce que sa nourriture nourrit bien? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle respecte l'environnement, etc. On n'en est pas sûr. Le bon équilibre serait de continuer à proposer les plats végétariens dans toute la France. Non, c'est loin d'être une solution miracle, c'est ce qu'on dit. Et ce serait de mettre en pratique le projet de loi dans 2 ans. Le projet de loi visant à intégrer 50% de produits durables, dont 20% de bio. C'est celle-ci la solution. Le bon équilibre plutôt. Le ton de ce texte est informatif. Le texte présente de manière équilibrée les avantages et les inconvénients. On ne parle pas uniquement des inconvénients, on parle des avantages et des inconvénients et de façon équilibrée. Des repas végétariens à la cantine. Donc on a les avantages et les inconvénients des repas végétariens à la cantine avec des données factuelles. On vous donne des faits. On vous donne des faits, on vous donne des preuves et des exemples concrets sans ton alarmant ou excessivement critique. C'est pour ça que le ton est informatif. Si on parlait des problèmes de la cantine végane dans toute la France, inefficacité énergétique, etc., il n'y a que des problèmes et ça ne s'améliore pas. Alarmant. Et critique, non, parce qu'on ne donne pas vraiment son avis uniquement d'un seul point de vue. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Je te laisse compter tes points et on passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Elle devrait être encadrée pour éviter les déconcentrations. C'est Emma, il faut un cadre pour éviter les distractions. Encadrer, un cadre, et distraction, déconcentration. Elles peuvent déconcentrer les élèves. Ça, c'est Paul. Elle favorise la distraction. Il est facile de perdre son attention. Elle parle d'éviter les distractions. Lui, il dit qu'elles peuvent déconcentrer. C'est différent. Elles peuvent déconcentrer et éviter les distractions. C'est 2 choses différentes. Il parle de la même chose, mais sous des angles différents. Question numéro 3. Elles sont utiles, mais elles ne doivent pas remplacer les méthodes traditionnelles. Julie qui dit ça, pourquoi? Parce qu'elles offrent des possibilités intéressantes, voilà, c'est utile, mais elles ne doivent pas remplacer totalement les méthodes classiques. Les méthodes traditionnelles, ce sont les méthodes classiques de cours. L'excès d'écran empêche les élèves de se concentrer et est mauvais pour leur santé. L'excès d'écran empêche les élèves de se concentrer et c'est mauvais pour leur santé. Exercice numéro 3. L'excès d'écran empêche les élèves de se concentrer et c'est mauvais pour leur santé. Qui a dit ça? C'est Paul. Ensuite, elles augmentent le temps passé devant les écrans, ce qui peut nuire à la concentration et à la santé visuelle. Donc, on aura des problèmes de vue quand on utilise les écrans. Concentration, santé visuelle. Les tablettes rendent l'apprentissage plus interactif et motivant. C'est Emma. Apprendre de manière plus ludique et personnalisée, rendre les élèves plus autonomes et motivés. Donc, c'est plus interactif et motivant. Donc, interactif, c'est-à-dire que ludique, c'est l'interactivité et motivé. Julie aussi, elle en parle, mais Julie ne parle pas de motivation, malheureusement. 6. Leur adoption doit être progressive et bien pensée. C'est Julie. Leur introduction à l'école doit se faire progressivement avec une réflexion. On doit réfléchir sur leur impact réel. Voilà pour tous les examens. C'est terminé. Ici, si tu veux, tu as 2 livres pour travailler la compréhension orale, ici,
et pour travailler la compréhension écrite ici. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à les commander. Et sinon, ici, je te laisse mettre ta note et partager ton graphique avec nous sur Amazon avec une note 5 étoiles. Ok? Allez, je te dis merci et à très bientôt.